Monsieur le député, la parole est à monsieur Dominique Potier pour le groupe SRC, dernier orateur inscrit, pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, les défis ne se divisent pas, ils doivent être affrontés et surmontés ensemble. La crise écologique n'est pas une crise de plus, elle est dans la crise globale qui se décline sur tous les terrains économiques, sociaux, sanitaires. La déclaration du président de la République à la conférence environnementale au Palais Iéna exprime avec force ce qui nous anime. Cette philosophie politique doit beaucoup à Nicolas Stern. Son rapport en 2006 provoque un changement de paradigme en faisant du climat un enjeu économique. La répartition des efforts entre les générations, dit-il, apparaît clairement lorsqu'on envisage des actions fortes au profit des générations futures. Mais la répartition des actions au sein d'une même génération est tout aussi importante. Il y a en effet deux grandes inégalités. Les pays riches sont à l'origine du problème, mais ce sont les pays en voie de développement qui seront touchés à la fois les premiers et le plus fortement. Si le diagnostic est sans appel, pic pétrole, limite du fissile, la nouveauté réside dans des solutions alternatives présentées comme de bons investissements. Investissements dont le retard serait préjudiciable à la croissance même de nos économies. Et pour Nicolas Stern, l'effort auquel nous renoncerions aujourd'hui coûterait le double demain. Aujourd'hui, les pays européens partagent une même vision de l'énergie, comme un bien rare, un bien commun. Ils savent que pour sortir de la crise par le haut, l'innovation dans la croissance verte et la coopération sont les clés du futur. L'horizon, nous le connaissons, c'est celui d'une économie décarbonée. Les jalons pour y parvenir, ils sont fixés par les accords de Doha. Tenir pour 2020 les promesses des 3 x 20. Un horizon, des jalons, reste à faire les premiers pas. Dans l'esprit du Grenelle, mais avec des méthodes renouvelées. Pour l'efficacité de la production et du transport de l'énergie, pour la diversité du mix énergie avec une part croissante du renouvelable, avec une sobriété sans laquelle les deux premiers leviers seraient vains. L'économie, au sens étymologique du terme, c'est la gestion de la maison. Le texte qui nous rassemble aujourd'hui nous dit les règles utiles qui prévalent pour une maison bien gérée, c'est-à-dire économe. Pour produire des négawatts, cette loi abat 3 atouts, développe 3 qualités. Elle est juste. Chacun disposera d'un volume d'énergie à un tarif de base en fonction de sa réalité du moment. Cette prise en compte des besoins plus que des moyens est bien dans l'esprit du Conseil national de la résistance, celui qui fait des biens et des services publics le capital de ceux qui n'en ont pas. Oui, cette loi est juste et protectrice, car elle lutte contre la précarité qui touche près d'un Français sur 5. Ils deviennent bénéficiaires des tarifs sociaux de l'énergie et dans le même souci des plus fragiles, la trêve hivernale est étendue. La loi suggère par ailleurs un pacte vertueux entre propriétaires et locataires. Pour apprécier ces mesures, il faut se rappeler que pour les 20% des ménages les plus modestes, la facture de l'énergie est 2,5 fois supérieure à celle des 20% des ménages les plus favorisés. Deuxième qualité, cette loi mise sur l'effort. Naturellement et dans tous les domaines, l'effort doit d'abord être celui des catégories privilégiées. Mais il serait méprisant d'exclure de cette dynamique une partie des Français. Il s'agit de ne plus envisager les catégories populaires comme des personnes en marge qui ont besoin d'assistance, mais comme des citoyens qui doivent participer à un projet d'ensemble. Il s'agit de valoriser et d'accompagner, à l'instar d'Amartya Sen, la capacité, ici, à produire son bois de chauffage, là, à isoler ses combles, partout à prendre de bonnes habitudes. Un certain nombre de critiques entendues dans ce débat général ont eu cours à l'occasion de la tarification incitative des déchets. Elle a prouvé, même dans des expériences marginales, qu'elle était performante dans de multiples géographies sociales. Dernière qualité, cette loi invite chacun à discerner l'essentiel du superflu, voire du superficiel. Permettez-moi de croire que cette dernière qualité de loi n'est pas la moindre. Elle nous invite, pour citer Gandhi, à vivre simplement pour que d'autres simplement puissent vivre. Au-delà des économies réalisées, de l'acquis social et d'une pollution réduite, au-delà même de l'extension de cette loi à d'autres services comme l'eau, faisons aujourd'hui le pari que cette initiative parlementaire s'inscrit dans un mouvement de fond, dans un mouvement profond. Nos sociétés sont fatiguées de l'austérité, mais elles manifestent aussi une lassitude du gaspillage et d'un consumérisme sans fin. Ici et là s'exprime le désir de consommer et de produire autrement, de vivre mieux, de redonner du sens et des valeurs à nos vies. Alors non, cette loi n'est pas l'alpha et l'oméga de la transition énergétique.
Celle-ci s'appuiera en 2013 sur des piliers structurants, avec notamment un programme sans équivalent de rénovation du bâti, moitié de l'énergie consommée et un quart des émissions de gaz à effet de serre. À moyen terme, elle passe par un urbanisme et une mobilité durable. Mais soyons convaincus, mes chers collègues, qu'il n'y aura pas de nouveau modèle de développement s'il ne s'appuie dès maintenant sur ce qu'Elena Lassida appelle un autre style de vie. Pour nos concitoyens, soucieux de la fin du monde ou de la fin du mois, cette loi sociale et écologique est aujourd'hui, par sa nature même, un signal positif. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La discussion générale